Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en confinement comme vous tous, actuellement dans ma voiture, et je voulais partager avec vous une analyse que j'ai écrite ces derniers jours en rapport avec l'actualité et le coronavirus Covid-19. J'aborderai dans cette nouvelle analyse des thématiques un peu plus sensibles et tabous que dans ma première vidéo que je vous invite à aller découvrir. On peut clairement l'affirmer à présent, on est en plein cœur d'une troisième guerre mondiale déclarée par tous les gouvernements contre le coronavirus Covid-19. Les victimes se compteront probablement et malheureusement par centaines de milliers et comme un coup de grâce porté à l'humanité durant une période de confinement déjà difficile et sans précédent, il est aussi interdit aux survivants d'assister aux funérailles de leurs proches. Après l'urgence, la tristesse, le déni et l'impuissance face aux mesures drastiques et aux pertes des proches, une fois la situation rétablie, les rescapés exigeront des bilans et des comptes. La sentence du peuple risque d'être d'une violence inouïe pour les dirigeants, pour les États et l'OMS. Clairement, nous faisons face à un drame humain à tous les niveaux, individuel, familial et sociétal, couronné d'un corona crack comme on l'appelle, un signe noir, une récession économique qui finira par toucher le secteur bancaire inévitablement quand les ménages et les PME ne pourront plus payer leurs crédits. Avant de continuer mon analyse, je vous demande de liker et de partager cette vidéo pour qu'elle soit vue, car YouTube et Facebook essayent de me censurer. Et pourtant, tout ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux depuis plus de 2 mois s'est réalisé à la lettre. Je ne suis pas juste un artiste reclus dans son coin, j'ai également un master en journalisme, j'ai travaillé dans des dizaines de grosses entreprises comme chargé de communication. Je me forme au quotidien et j'analyse l'actualité en profondeur en prenant du recul. Je vous offre mes conclusions et mes analyses sans en tirer le moindre profit. Donc je vous demande vraiment de partager, de liker cette vidéo pour qu'elle soit vue le plus possible. Dans cette analyse, je me pencherai sur les conséquences sociétales et politiques de cette pandémie en me demandant si elle va aggraver les inégalités en créant une fracture sociale entre les riches et les pauvres, entre les personnes âgées et les jeunes, entre le secteur privé et le secteur public. J'évoquerai aussi la lourde responsabilité des pouvoirs exécutifs de la plupart des États dans le monde qui n'avaient prévu aucun plan d'urgence en cas de pandémie, mais aussi sur les conséquences des mesures de plus en plus liberticides qu'ils ont prises et qui pourraient devenir saisonnières, tout comme le virus. Je développerai le lien très particulier qu'entretiennent les États avec leur extension subsidiée matérialisée par les hôpitaux et les écoles, des lieux où l'on naît, où l'on grandit et où l'on meurt. Je parlerai enfin de l'après-pandémie, parce que oui, tout redeviendra un jour comme avant. Heureusement, il restera plus de vivants que de morts et cette guerre au coronavirus, bien que courte, laissera de nombreuses séquelles dans la population. Nous prenons conscience de la fragilité de notre espèce humaine et de notre système sociétal. Mais le capitalisme 2.0 renaîtra probablement de ses cendres sous une forme plus écologique. Une fois encore, pour des informations plus théoriques sur la maladie et la pandémie, ainsi que le rôle des médias, je vous invite à regarder ma première vidéo de 28 minutes, si ce n'est pas encore le cas. On constate depuis le début de la pandémie un déclin des libertés flagrant. Dans de nombreuses nations, on est passé d'un État libéral et démocratique à un État autoritaire, en l'espace de quelques jours seulement, sans préavis, sans transition, sans loi. Selon moi, et vu la gravité de la situation et les mesures d'état de guerre prises par les gouvernements, je pense sincèrement que ce n'est pas normal que des citoyens lambda et des civils comme les caissières, les infirmières soient au front en première ligne, dans les hôpitaux et les supermarchés notamment. Je pense que c'est aux militaires et à la police de jouer ce rôle. Il est inadmissible que des citoyens paient de leur vie pour l'incompétence des gouvernements et ministères de la Santé. C'est malheureux à dire, mais ni les autorités, ni l'économie n'étaient prêtes pour faire face à une telle pandémie. On l'a vu dans le manque de préparation, mais aussi dans le manque de coordination ou encore dans la rupture de stock de matériel médical ou de vivres. Il est par ailleurs assez impressionnant de voir la rapidité et la réactivité des politiciens qui ont pris des mesures historiques avec une rapidité inhabituelle. C'est sans doute parce qu'ils se sentent particulièrement en insécurité. 2 raisons à cela. Tout d'abord parce que beaucoup de dirigeants ont déjà un certain âge et sont donc parmi les premiers touchés.
Ensuite, parce que les hôpitaux ne sont rien d'autre que des extensions de l'État. Subsidiés par ce dernier, ce sont des lieux particuliers dans lesquels on naît et on meurt. On doit bien constater que la médecine a été sacralisée et quiconque la contredit se verra verbalisé et enfermé. En voulant désengorger les hôpitaux dont ils sont responsables, les pouvoirs politiques tentent donc de se protéger de futures plaintes et procès. Cette pandémie remet aussi en cause l'autorité des États, car si les hôpitaux vacillent, c'est l'État qui vacille. Et si les banques vacillent, l'État est encore plus en danger. Il va donc y avoir des conséquences politiques majeures après la crise. Les nombreux jeunes ayant perdu leurs aînés demanderont des comptes et chercheront les coupables. Ils seront d'abord tristes, puis en colère à cause de l'incompétence des dirigeants. Des démissions seront exigées, notamment de ministres de la Santé. Ils porteront plainte aussi contre l'État ou l'Organisation mondiale de la santé pour cette mauvaise gestion et cette mauvaise préparation face à un risque de pandémie, alors qu'il y a déjà eu des pandémies dans le passé, comme la peste ou la grippe espagnole. Dans certains pays, comme en Belgique, des stocks importants de masques ont par exemple été détruits sans être renouvelés par le passé. Je me pose encore quelques questions. Si on ne trouve pas de vaccin et que le virus revient de manière saisonnière, ce qui est fort probable vu que personne n'a développé d'immunité, qu'il n'y a pas d'immunité collective, cela ne pourrait-il pas créer un précédent et justifier pareille mesure liberticide à répétition dans d'autres circonstances? On constate déjà des couvre-feux, des interdictions de sortir de chez soi, des délations. Alors je comprends ces comportements visant à protéger la population, je comprends les mesures de confinement pour diminuer la propagation du virus. Mais à ce rythme, le calme ne va pas durer éternellement. Il est probable que l'armée ou la police soient déployés sur le terrain, notamment dans les hôpitaux et les supermarchés, là où la tension est la plus grande en fait. Il est probable que les gouvernements tentent de museler la parole de ceux qui parlent trop. C'est déjà le cas sur YouTube et Facebook, où il est très difficile, voire impossible, de diffuser à un large public des vidéos pourtant très pertinentes, et où l'on voit à la place des publicités gouvernementales sous les vidéos qui abordent la thématique de la pandémie. Où est donc passée la liberté d'expression? Je pense aussi que cette hécatombe parmi les personnes âgées, aussi dramatique soit-elle, représente une aubaine pour les dirigeants, car cela fait autant de retraites et de pensions en moins à payer. J'ai lu qu'en Iran et dans certains autres pays, les prisonniers étaient libérés pour diminuer le taux de contamination dans la population. Cela pourrait augmenter le risque de pillage et de violence. Je m'étonne un petit peu aussi de voir de nombreuses personnalités de l'État donner des interviews à la télévision sans masque, sans gants, sans protection aucune. Même chose pour les journalistes. La mousse des micros pourtant me semble être un très bon nid à germes en tout genre. Donc petit message aux journalistes, ça ne sert à rien de mettre une perche de 2 mètres si vous allez parler dans le micro de quelqu'un que vous avez interviewé. Cette pandémie et le confinement chamboulent notre société et les mesures prises vont apporter de nombreux déséquilibres dans la société, mais aussi dans les noyaux familiaux. Ce sont malheureusement encore les pauvres, ainsi que les classes moyennes et moins favorisées qui vont être les dindons de la farce, car ce sont les banques, les riches et les grosses entreprises qui vont recevoir des aides publiques. Cette période représente un vrai challenge, aussi bien pour les personnes âgées que pour les jeunes. Le challenge pour les aînés est de survivre, tandis que le défi pour les jeunes est de ne pas sombrer dans la démence ou la folie, ou la violence ou la rébellion, et de tenir durant le confinement en limitant le plus possible les dégâts au sein de leur famille. Des micro-mondes vont s'organiser et vont se créer le temps du confinement. J'ai l'impression qu'il y a 2 grandes catégories de citoyens par rapport à la pandémie de Covid-19. Il y a d'un côté ceux qui sont assez indifférents et détendus et qui se déconnectent carrément des réseaux sociaux et ne regardent pas l'actualité. Et puis il y a ceux qui restent informés et qui émettent des avis. Je fais clairement partie de la 2e catégorie. La thématique est tellement grave que tout le monde se sent impliqué à 100% dans toutes les tranches de la population. C'est normal selon moi, il n'y a pas de mal à ça. Les conséquences de cette pandémie nous touchent tous sans exception, donc c'est logique que tout le monde ait un mot à dire là-dessus. Après, tous les avis ne sont pas pertinents bien sûr.
Le travail et les déplacements ne sont plus autorisés, mais certains employeurs du secteur médical ou alimentaire forcent leurs employés à venir travailler durant le confinement. Certains même leur font signer une décharge si jamais les employés venaient à attraper le Covid-19 durant leur temps de travail. On peut un petit peu se demander si c'est très éthique tout ça. Durant le confinement, les grands-parents, les nounous ne sont pas disponibles. Cela crée un vrai problème, un casse-tête et des tensions dans les familles. Dans la continuité de cela, je pensais au début de la pandémie que celle-ci engendrerait un baby-boom. Mais je crois maintenant qu'il y aura au contraire plus de divorces et de violences conjugales. Je peux prédire un grand nombre de suicides également, de séparations et de personnes qui sombreront dans la dépression ou la folie pendant et après le confinement. Une autre constatation, c'est qu'on se rend compte que ce sont les 40-50 ans qui sont massivement touchés par le Covid-19. C'est logique car ce sont les personnes les plus actives et exposées dans la société et leur immunité reste un petit peu moins efficace que les jeunes. Il est difficile aussi pour eux de rester cloîtrés à la maison à cause de leur travail, de leurs enfants, etc. On le voit, les conséquences sur nos modes de vie sont radicales. Les rassemblements les plus heureux, comme les mariages, ou les plus tristes, comme les enterrements, sont à présent interdits. Cela rajoute bien entendu de la tristesse pour les personnes endeuillées. On assiste aussi à des situations de délation de citoyens vis-à-vis d'autres. Je pense aussi que quand cette pandémie touchera les pays les moins développés de la planète, il risque d'y avoir de la famine, des maladies et de la criminalité de façon bien plus forte que ce qu'on a connu dans nos pays développés. Certains disent que le confinement va durer 1 an, mais il est plus probable qu'il dure 2 ou 3 mois et qu'il devienne malheureusement saisonnier. La crise économique amènera son lot de faillites et de chômeurs. Les États pourraient avoir du mal à suivre. La planche à billets par les banques centrales finira par essouffler le système. C'est une bombe à retardement. Une fois que les ménages et les entreprises ne pourront plus payer leurs crédits, c'est les banques qui pourraient être en faillite et cela aggraverait davantage la récession économique. Sans parler de la chute et la fermeture des bourses. L'injection massive d'argent dans le système par les banques centrales, ce n'est pas de la générosité, c'est juste pour maintenir un système qui résiste depuis des décennies. Cet argent fictif créé à partir de rien ne va pas créer de la valeur et du pouvoir d'achat sur le long terme, bien au contraire. Par ailleurs, si les banques ne fonctionnent plus, les salaires, les chômages et les allocations des mutuelles ne pourront plus être payés. Les gens retireront alors massivement leur argent de leur compte, mais les billets n'auront plus aucune valeur à part pour faire du feu. Il faudra alors compter sur l'or, le troc et les stocks de nourriture de chacun et de l'État. Les magasins, pendant cette période de confinement, risquent d'être dévalisés, les comptes vidés. Une fois toutes les ressources épuisées, il y aura seulement 2 options. Les gens seront forcés soit à aller retravailler, ou bien ce sera le chaos. L'État déjà en dette sera alors tenté de puiser dans l'or et l'épargne des citoyens, ce qui ne fera que aggraver la situation. La cotation, par exemple, du Napoléon or a déjà été suspendue car plus personne ne vend ses pièces d'or. Il n'y a que des acheteurs. On constate déjà des ruptures de stock de produits de première nécessité, ainsi qu'une saturation d'Internet. Si ces biens et services venaient à manquer sur le long terme, ce sera rapidement le désordre dans la société. Comme je le disais tout à l'heure, cette crise est un véritable signe noir et ses conséquences seront bien plus fortes que la crise des années 2008. Les répercussions de ce corona crack devraient plutôt se rapprocher de la grande récession des années 1930. N'oublions pas que la crise des années 30 a débouché sur une vraie deuxième guerre mondiale. Une nouvelle un petit peu plus positive serait que le marché s'habitue à la pandémie. En quelque sorte, à un moment donné, le marché économique décidera que le coronavirus est terminé. Les médias auront beau s'acharner, la bourse remontera. Mais je doute fort de l'éclosion de cette réalité-là. Tous s'accordent déjà à dire que plus rien ne sera comme avant après cette pandémie de coronavirus. Cette pandémie amène de nombreuses questions philosophiques.
D'un point de vue sociétal, on constate un malaise général, un renforcement des inégalités, de nombreux traumatismes psychologiques, des vagues de suicides, de violences conjugales et de divorces. Les habitudes de distanciation physique vont malheureusement déboucher sur une distanciation sociale des individus. Et cela longtemps après le confinement. Les gens vont devenir encore plus méfiants et distants. C'est vraiment dommage et malheureux dans un monde où l'individualisme est déjà très prégnant. Sur le plan économique, beaucoup ont affirmé que cette crise mettrait fin au capitalisme et à la mondialisation telle qu'on les connaît. Mais je pense que le capitalisme renaîtra rapidement de ses cendres. On verra naître en quelque sorte un capitalisme 2.0 orienté sur l'écologie. Je pense qu'il faudrait aussi que les compagnies d'assurance prennent en compte ce type de risque et l'assurent au lieu de l'ignorer. Sur le plan médical, il faudra tirer des leçons bien sûr de cette pandémie, notamment par le développement d'un système de santé plus adapté. Pourquoi par exemple ne pas envisager des robots pour prendre soin des patients à la place d'êtres humains lors des grandes pandémies? Cela serait une bonne solution. Et on pourrait également penser à développer l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a aussi des solutions plus intelligentes qui auraient pu être prises. On aurait par exemple pu demander à tous les jeunes étudiants en médecine de prendre le relais dans les hôpitaux, les jeunes n'étant quasiment pas touchés par la maladie. Je pense que ça s'est fait dans certains endroits, mais ça n'a pas été une pratique générale. On constate surtout que les mesures antidémocratiques en Europe ont été bien moins efficaces que celles prises dans les pays dictatoriaux comme la Chine. Cela sans doute parce que l'Europe a une histoire de démocratie et de combat pour ses libertés bien plus longue que celle de la Chine. Le taux de mortalité bien plus élevé dans les pays européens ainsi qu'aux États-Unis prouve bien que ces mesures liberticides ont été beaucoup plus difficiles à appliquer dans les pays occidentaux. Dans le futur, il n'est pas impossible que l'on remarque aussi une émigration des populations les plus âgées dans les pays du Sud qui ont été les moins touchés par la pandémie. On remarque aussi que notre système économique basé sur les services et moins de produits industriels ne représente pas du tout une garantie de survie en cas de grosse crise. Bien au contraire, les services ont aussi été paralysés durant la pandémie et de nombreux emplois liés à ces services ont été mis en suspens. Je tiens encore à souligner que ce n'est vraiment pas la fin du monde. Perdre son travail, c'est une chose. Perdre la vie, ça en est une autre. C'est aussi dans les grandes crises que l'on voit le pire de l'humanité, mais on voit aussi surgir le meilleur. Il faut rester solidaire et positif. Un petit point sur la chloroquine. Je ne suis pas du tout expert dans ce domaine, donc je ne me prononcerai pas sur son efficacité bien sûr. Des tests sont encore en cours, mais c'est de la nivaquine et c'est une molécule que j'ai prise pendant 8 ans contre la malaria lorsque j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc je peux affirmer que c'est un médicament sans trop d'effets secondaires. J'y ai survécu en prenant pendant 8 ans, tous les jours. Après, bien sûr, il faut voir si son efficacité est prouvée. Si c'est le cas, le professeur Raoult va devenir une icône internationale, car ça fait des mois qu'il prône l'utilisation de cette molécule pour soigner le coronavirus. Voilà, cette longue analyse touche à sa fin. Je compte vraiment sur vous pour la partager et la liker sur YouTube et Facebook, car elle sera sûrement censurée et démonétisée. Je vous invite aussi à regarder ma première vidéo que j'ai faite sur le Covid-19 et qui portait sur d'autres aspects de cette pandémie et de cette maladie, pour tordre le cou à certains détracteurs de mes vidéos sur cette thématique. Non, je ne gagne pas d'argent avec ces vidéos. J'en perds même, vu que je passe énormément de temps à les écrire et à les diffuser. Je compte donc vraiment sur vous pour la partager au maximum. Et j'avais une dernière remarque pour ces détracteurs. Alors ça vous fait quoi le confinement? Sachez que ce genre de confinement, c'est ce que vivent les artistes au quotidien, en permanence, 24 heures sur 24, tous les jours. Les artistes vivent confinés chez eux dans la solitude de leur statut social et de leur travail. Est-ce que vous comprenez maintenant un petit peu mieux la folie d'artistes comme Van Gogh? Voilà, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma page. Bien sûr, paix à toutes les victimes de cette terrible maladie. Restez positifs et sortez couverts.